Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Place ce matin à l'audition de Virginie Schwartz, la nouvelle présidente directrice générale de Météo France. Une nomination qui a été approuvée par le Parlement après 2 auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat. La Chambre haute a d'ailleurs voté à l'unanimité pour cette candidature à l'issue de l'audition que vous allez suivre dans un instant. Mais d'abord, 2 mots sur le parcours de Virginie Schwartz. Elle était jusqu'ici directrice de l'énergie au ministère de la Transition écologique et solidaire, ancienne directrice générale déléguée de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Bref, la nouvelle PDG a consacré sa carrière au développement des politiques publiques et de l'expertise dans les domaines du climat, de l'énergie et de l'environnement. Autant de compétences qu'elle va désormais mettre au service de Météo France, le service officiel de météorologie et de climatologie en France. Un service qui a été créé en 1993 et est affilié au ministère de la Transition écologique et solidaire. Retour donc à cette audition de Virginie Schwartz. Mes chers collègues, donc nous sommes réunis ce matin pour procéder à l'audition de Madame Virginie Schwartz, qui est directrice de l'énergie à la Direction générale de l'énergie et du climat et qui est candidate proposée par le Président de la République pour occuper la fonction de présidente directrice générale de Météo France. Et donc, en application du 5e alinéa de l'article 13, nous devons procéder à son audition pour que cette nomination puisse être effective. C'est une audition qui est publique et ouverte à la presse et à l'issue de l'audition, nous procéderons donc à un vote sur cette proposition de nomination, puis au dépouillement qui aura lieu simultanément à l'Assemblée nationale. Et je vous rappelle que si l'addition des votes négatifs de chaque commission représentait au moins 3/5 des suffrages exprimés dans les 2 commissions, cette nomination ne pourrait pas intervenir. Madame Schwartz, je vais, si vous le permettez, revenir brièvement sur votre parcours, comme c'est l'usage, et pour informer complètement mes collègues. Vous avez un parcours professionnel qui s'est principalement effectué dans le domaine de l'énergie. Vous avez été notamment chef du service de l'électricité, puis sous-directrice du système électrique à la Direction générale de l'énergie. Vous avez été une dizaine d'années à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Vous avez également occupé des fonctions qui vous confèrent une expérience internationale, puisque vous avez été conseillère au sein du groupe Énergie et Environnement du Programme national des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et vous êtes depuis 2014 directrice générale de l'énergie et du climat au ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc, comme je le disais, c'est un parcours très tourné vers l'énergie, et la première question que l'on se pose et que l'on vous pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes pressenti pour ce poste? Quel est le lien, j'allais dire, entre votre parcours et les fonctions auxquelles aujourd'hui vous aspirez? Au-delà de cette question sur votre parcours et sur votre candidature à ce poste, nous aimerions que vous puissiez nous donner votre vision de Météo France, du rôle de cette structure aujourd'hui et demain, alors que les défis du changement climatique vont renforcer le rôle de Météo France, et que vous nous expliquiez aussi comment vous envisagez l'évolution de la structure, à la fois parce qu'il y a cette montée en puissance du rôle de la prévision par rapport notamment au phénomène climatique, et puis le fait que malheureusement dans le même temps, si l'on en croit, et on n'a pas de raison d'en douter, votre prédécesseur, il y a de réelles préoccupations quant aux contraintes budgétaires qui pèsent sur l'établissement, puisque dans le cadre de la démarche de Action publique 2022 et dans le cadre du projet d'établissement, il est prévu une forte réduction des postes, puisque je crois que c'est 475 personnes qui doivent être non remplacées, 475 suppressions d'emplois sur les 5 années qui viennent, ce qui représente une baisse d'effectifs de 15%. Donc nous aimerions savoir comment vous envisagez ce fonctionnement. Et puis une question aussi sur laquelle on a eu l'occasion
travailler dans la commission et d'interpeller à plusieurs reprises Météo France, c'est la question de l'amélioration des systèmes d'alerte. Puisqu'on a pu observer à plusieurs reprises, et notamment à l'occasion des inondations dans le sud-est de la France en 2015, où une mission du Sénat s'était rendue sur place avec Louis Nègre. Je rappelle que c'était des événements qui avaient causé 20 morts et qui avaient causé plus de 650 millions de dégâts. On avait eu l'occasion les élus notamment avaient eu l'occasion de souligner la difficulté quant à la précision des alertes. Et très souvent, Dieu sait qu'il y a beaucoup d'alertes météo en direction des élus, mais il n'y a pas toujours la précision qui permet de mesurer la dangerosité réelle des événements en question. Voilà quelques points sur lesquels on souhaiterait vous entendre. Donc je vous propose de pouvoir présenter votre candidature et évoquer les sujets que j'ai suggérés. Et ensuite, mes collègues, à leur tour, vous poseront un certain nombre de questions. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir l'opportunité de vous présenter la vision que je peux avoir de Météo France à ce stade et de répondre à vos questions. Je voudrais d'abord vous dire effectivement quelques mots sur mon parcours et les raisons pour lesquelles il m'a préparé à cette fonction. J'ai commencé ma carrière comme ingénieur des mines au ministère de l'Industrie, en direction régionale dans le domaine du développement économique et de l'aide aux PME. Et j'ai ensuite rejoint le domaine de l'énergie comme sous-directrice en charge de l'électricité au ministère de l'Industrie. Pendant une dizaine d'années, j'ai occupé différents postes de direction au sein de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. J'y ai créé une direction chargée de l'expertise qui avait pour mission de porter le conseil au pouvoir public ainsi que les outils de mise en œuvre des politiques publiques, d'abord dans les domaines de l'énergie, du climat, de l'air et du bruit, puis dans l'ensemble des domaines techniques de l'agence, y compris les déchets, les sols, la consommation. Dans ce cadre, j'ai notamment participé à l'élaboration du premier plan climat français en 2004. Pour moi, c'était le premier d'une série. Et j'ai également participé à la préparation du premier plan national d'adaptation au changement climatique en 2011. Au milieu de cette période à l'ADEME, j'ai quitté la France quelques années pour rejoindre le programme des Nations Unies pour le développement, pour travailler sur le changement climatique. Et j'ai notamment contribué à monter un programme d'appui aux régions des pays en développement pour les aider à définir leur stratégie d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, ce qu'en France, on appellerait un plan énergie-air-climat, et qui se déclinait à l'international. J'ai fini mes années à l'ADEME comme directrice générale déléguée, aux côtés des présidents François Lause puis Bruno Léchevin. Et c'est là, au-delà des responsabilités de management que j'ai eues tout au long de ma carrière, que j'ai acquis en particulier l'expérience de gestion d'un établissement public présentant de nombreuses similarités avec Météo France, un établissement porteur d'enjeux majeurs pour la société, avec un niveau d'expertise élevé, associant à la fois des missions de recherche et des missions très opérationnelles, le tout dans un contexte de réorganisation et même de réduction d'effectifs. Enfin, je suis depuis 5 ans en charge comme directrice de l'énergie au ministère de la Transition écologique et solidaire, en charge donc de l'élaboration, de la mise en œuvre des politiques de l'État concernant la production, le transport, la distribution, la vente de l'ensemble des formes d'énergie. Donc ça va du soutien aux énergies renouvelables, à la tutelle des entreprises publiques du secteur de l'énergie, en passant par la sécurité d'approvisionnement. Et dans ce cadre, j'ai été en particulier personnellement fortement engagée dans l'élaboration de la nouvelle stratégie française pour l'énergie et le climat au travers de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Grâce à tous ces postes, je dispose d'une bonne connaissance de la sphère publique au sens large, d'une pratique du dialogue avec les territoires et les élus, et j'ai également une bonne expérience des processus européens et internationaux, qu'il s'agisse des négociations européennes, notamment le dernier paquet énergie-climat, auquel j'ai beaucoup participé, des processus onusiens, au travers de mon passage au programme des Nations Unies pour le développement, des organisations internationales
via l'Agence internationale de l'énergie, dont je suis aujourd'hui vice-présidente, et des multiples collaborations et coopérations bilatérales que j'ai eues dans quasiment tous mes postes. Donc si votre commission et celle de l'Assemblée nationale ne s'opposent pas à ma nomination, je serai heureuse de mettre ces expériences au service de Météo France. D'abord parce que je suis convaincue que Météo France est un établissement porteur d'enjeux majeurs pour la société française et au-delà. D'abord dans le domaine de la météo, par son rôle en matière de sécurité publique et de vigilance que vous avez évoqué, Monsieur le Président, l'appui quotidien que Météo France fournit auprès des services de la sécurité civile, des forces armées, des services de l'aviation civile ou des services environnementaux, sa capacité à anticiper, à prévenir, à se mobiliser lors de l'arrivée des phénomènes dangereux sont des outils majeurs pour notre pays. Plus largement, les données, les services de l'établissement sont essentiels pour de nombreux secteurs d'activité météo sensibles, à commencer par celui de l'énergie que je connais bien, mais aussi bien sûr l'agriculture, l'aviation ou encore le tourisme. Et enfin, chacun de nous conçoit la place que l'information météo peut jouer dans sa vie quotidienne. Météo France joue également un rôle majeur dans le domaine du climat, pour contribuer à développer la connaissance et la compréhension des phénomènes au niveau mondial, contribuer à informer et à sensibiliser pour mieux prévenir les risques et mettre en place les politiques d'adaptation. J'ai pu, par exemple, mesurer à quel point la production par Météo France de scénarios et de simulations régionalisées sur la base des scénarios du GIEC était importante pour la construction des politiques d'adaptation sur le terrain. Météo France est aussi un établissement internationalement reconnu pour l'excellence de ses travaux scientifiques et techniques. Les chercheurs de Météo France sont à l'origine et continuent d'enrichir et d'améliorer les modèles de prévision du Centre européen pour les prévisions météo de moyen terme qui est situé au Royaume-Uni. Les chercheurs de Météo France sont également reconnus sur les questions climatiques, notamment via leur contribution au GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Si vous émettez un avis favorable à ma nomination, ma première priorité sera donc le maintien et le renforcement de la qualité du service rendu au pouvoir public et aux Français par Météo France et de ses actions de recherche et d'observation, notamment en matière de connaissance et d'anticipation des phénomènes extrêmes et de leur impact. Plus particulièrement, Monsieur le Président, pour répondre à votre question sur l'amélioration de la vigilance, donc l'amélioration de la capacité à détecter des événements extrêmes, celle-ci repose sur un ensemble d'éléments. D'abord l'amélioration des modèles au travers de la recherche, l'amélioration des sources de données, j'y reviendrai, et puis les moyens, la disposition de nouveaux moyens de calcul, et en particulier le supercalculateur dont Météo France va se donner. Pour que la chaîne de gestion de la vigilance fonctionne bien, il est également important de veiller à une bonne coordination entre Météo France qui produit les éléments de vigilance, qui prévient, et les autorités publiques qui sont en charge, elles, notamment de l'alerte et de la mise en place des moyens nécessaires pour réagir, le cas échéant, à ces situations de vigilance. Il y a des travaux en cours actuellement avec les ministères sur ce sujet de l'amélioration de la chaîne de vigilance. Météo France y contribue bien évidemment et je veillerai à ce qu'il continue à le faire. Météo France, dans ce domaine, peut également avoir un rôle pour renforcer la communication sur les vigilances, par exemple dans la diffusion de ces informations de vigilance, une diffusion plus automatique. Typiquement, la nouvelle application mobile de Météo France pourrait prévoir la possibilité de s'inscrire pour recevoir des SMS en cas de vigilance. Plus généralement, Météo France peut contribuer à la prise de conscience du changement climatique et de ses effets en capitalisant sur la base importante de données dont il dispose. Et enfin, l'objectif doit être
de continuer à élargir les horizons de temps sur lesquels porte l'analyse et donc d'aller progressivement à une prévision plus longue, donc davantage d'anticipation dans les prévisions. Dans ce domaine en particulier de la vigilance et des risques, je n'oublie pas les enjeux des départements d'outre-mer et territoires d'ultramarins qui sont marqués par des risques spécifiques en matière de météo et de climat et dans lesquels Météo France joue un rôle particulier pour la communauté internationale sur un certain nombre de sujets comme pour la veille cyclonique dans l'océan Indien. Donc à ce titre, pour l'ensemble de ces raisons, je me réjouis qu'un financement ait pu être sécurisé pour la mise en place d'un nouveau supercalculateur qui permettra de multiplier par 5 la puissance de calcul utile aux prévisions. Météo France pourra ainsi améliorer la capacité d'anticipation à des échelles infradépartementales et mieux améliorer et mieux informer les populations. Les épisodes de grêle que nous avons connus au début de l'été ont rappelé l'importance de cet enjeu. Cette puissance de calcul supplémentaire permettra également d'affiner les analyses et prévisions climatiques. Et le contrat de moyens qui a été signé entre l'établissement, le ministère de l'écologie et le ministère de l'action et des comptes publics permet de garantir le financement nécessaire à la mise en place de ce supercalculateur au moins jusqu'en 2022. Et il apporte d'ailleurs également des allègements de gestion qui sont tout à fait bienvenus. Ce supercalculateur est un investissement public majeur. Le futur PDG devra donc avoir une vigilance toute particulière sur ce projet, dont le bon aboutissement constituera un enjeu phare de l'établissement dans les prochaines années. Les enjeux du développement du numérique vont cependant au-delà. Le potentiel des techniques de big data et de l'intelligence artificielle va révolutionner la manière d'observer et de prévoir le temps. Plus généralement, d'ailleurs, démultiplier les services d'information environnementale dont la météo fait partie. La masse de données issues d'observations ou de prévisions est déjà considérable. Ce sont ainsi près de 30 millions d'observations qui alimentent chaque jour les modèles de prévision de Météo France. À cela s'ajoute la possibilité de récolter de nouvelles données d'origine diverse et totalement originales, par exemple via les essuie-glaces de nos futures voitures demain. Météo France devra être à la pointe de l'utilisation de ces nouveaux outils et notamment pour améliorer ces dispositifs d'avertissement en cas de vigilance, comme je le disais tout à l'heure. En complément de la mobilisation des compétences internes, les partenariats avec d'autres types d'acteurs publics ou privés, y compris dans le monde des start-up, doivent permettre de développer ces sujets et d'offrir de nouveaux services. Dans ce contexte, je suis convaincue que le développement de services marchands, dans le strict respect de la concurrence, et là où Météo France a une valeur ajoutée, est une source de richesse pour l'entreprise, pas seulement en termes financiers, mais aussi pour la stimulation, l'ouverture que cela apporte, dans un contexte où la politique de l'open data va d'ailleurs imposer à l'établissement de se repositionner sur ces questions et de réinterroger en partie son modèle économique. Mais tous ces moyens, toutes ces innovations ne font de Météo France un acteur reconnu au plan mondial que parce que l'établissement peut compter sur l'engagement, la compétence reconnue de ces agents auxquels je veux ici rendre hommage. Les transformations que je viens d'évoquer induisent une évolution du rôle de l'expertise humaine, de la place des agents dans la construction des services de l'établissement. Cette évolution peut être source d'opportunités, de revalorisation du travail, mais elle nécessite un accompagnement approfondi pour les agents dont le métier se transforme profondément, notamment dans les centres régionaux et départementaux. Ces évolutions des outils et des modes de travail, combinées aux nécessaires efforts de maîtrise des dépenses publiques, ont conduit les pouvoirs publics à valider pour Météo France un contrat d'objectifs 2017-2021 et une feuille de route dans le cadre du programme de transformation Action publique 2022, qui s'est ensuite traduit dans un projet d'entreprise. Ces éléments fixent des objectifs de restructuration, de modernisation, d'amélioration de la qualité de service et de contribution à la baisse des dépenses publiques par une réforme en profondeur des méthodes de travail, de l'organisation et des implantations de l'établissement. Réduction du nombre d'implantations en métropole, évolution des métiers
possibilité offerte à de nombreux agents de changer de qualification et déploiement à grande échelle des possibilités de travail à distance. De nombreux agents de Météo France ont vu et verront leur métier, leur environnement de travail se transformer. Dans la mise en œuvre de cette feuille de route, j'aurai une attention particulière pour les territoires dans lesquels l'établissement est implanté et pour le dialogue avec les collectivités territoriales concernées, mais aussi et surtout pour l'accompagnement des agents individuellement et collectivement. Face à une telle transformation de l'établissement, il est d'ailleurs encore plus indispensable d'entretenir un dialogue social de qualité avec les représentants du personnel. Autre sujet stratégique que j'aimerais approfondir, et ça ne vous surprendra probablement pas compte tenu de mon parcours, c'est celui du changement climatique. Les récentes vagues de chaleur de fin juin et de fin juillet ont à nouveau illustré quelles pourraient être les conséquences de ce dérèglement climatique. Météo France doit rester une source de connaissances de référence pour les institutions scientifiques, pour le GIEC, pour les pouvoirs publics, pour les territoires. Mais je suis convaincue que Météo France pourrait encore renforcer son action pour faire connaître les effets constatés et prévisibles des changements climatiques au bénéfice d'une meilleure prise de conscience des enjeux par nos citoyens. Météo France devrait d'ailleurs également être une référence en interne sur sa propre empreinte dans le domaine des gaz à effet de serre et plus largement sur son bilan environnemental. De même, en matière de responsabilité sociale, et Météo France s'est déjà doté d'un certain nombre d'objectifs qui sont suivis étroitement par la direction de l'établissement. La question de l'égalité professionnelle homme-femme, qui est un sujet auquel j'ai toujours accordé beaucoup d'attention, me mobilisera également. Enfin, Météo France doit rester une référence dans la météorologie mondiale, qui est marquée à la fois par des besoins d'appui vis-à-vis de pays en développement qui souhaitent développer des services météorologiques adaptés à leurs besoins, mais qui est aussi marquée par la croissance des besoins de calcul et le développement de nouvelles technologies qui poussent à s'interroger sur les mutualisations et les regroupements possibles entre services météorologiques. Dans le domaine de la navigation aérienne, Météo France devrait pouvoir être un des 20 centres régionaux d'avertissement sur les phénomènes météo dangereux qui vont progressivement se substituer aux 200 centres météo qui existent aujourd'hui. Par ailleurs, en s'appuyant sur l'excellence de Météo France, j'espère que la France pourra accueillir les services du programme européen Copernicus dans le domaine de la météo et du climat, qui sont aujourd'hui implantés au Royaume-Uni et qui donc auraient vocation à déménager après le Brexit. C'est donc avec conscience des défis qui attendent l'établissement, mais aussi de ses forces, que je me présente devant vous. Les prochaines années ne seront pas faciles, mais elles doivent permettre de renforcer l'établissement en le rendant encore plus performant au service de tous. Si vous ne vous opposez pas à cette nomination, je serai heureuse de porter ce projet avec l'ensemble des équipes de Météo France. Et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Chevrelier, qui est rapporteur sur les crédits de Météo France au sein de notre commission. Monsieur Chevrelier. Merci, Monsieur le Président. Madame Schwartz, plusieurs petites questions. Votre établissement public Météo France, on vous souhaitait qu'il soit une référence internationale, et c'est vrai que la France étant particulièrement engagée sur les questions de dérèglement climatique, et notamment avec l'accord de Paris, on se doit d'être très performant dans ce domaine. Est-ce que vous souhaitez un développement de politiques de services un peu tous azimuts, comme le prévoit le projet d'établissement 2018-2022, pour un développement des services tant envers les institutions que les acteurs économiques? Et est-ce que vous voyez une évolution dans les priorités sur les services à développer entre les services qui relèvent de la prestation service public et développer des services à vocation commerciale qui sont facturés, sachant que ces dernières années, on a vu une baisse assez significative, d'ailleurs entre 2012 et 2016, moins 24% des recettes commerciales,
ce qui sous-entend qu'il y a un problème de compétitivité par rapport à la concurrence, alors que ça devrait être un levier de recettes qui permettrait d'investir, comme vous l'avez également évoqué, je vous interroge là-dessus, sur la nécessité d'avoir une capacité d'investissement pour cet établissement pour être encore plus performant, et notamment, vous l'avez évoqué, avec la nécessité d'avoir le renouvellement du supercalculateur. Comment vous voyez ça, sachant que la situation financière de l'établissement peut paraître aussi préoccupante? Autre question sur votre approche, votre philosophie en matière d'implantation territoriale de l'établissement, sachant que d'ici 2022, 40% des effectifs territoriaux auront disparu. Donc est-ce que la suppression des délégations territoriales ne se fera-t-elle pas au détriment des missions de Météo France? Voilà, c'est quelques questions et je pense que les collègues compléteront. Merci. Madame Schartz. Merci, Monsieur le Président. Sur la question des services, oui, moi je suis convaincue que Météo France doit continuer à développer des services. Je l'ai dit, c'est à la fois un sujet financier, mais c'est aussi un sujet d'ouverture et je crois un sujet d'excellence. Se frotter à la concurrence quand on développe des services, c'est aussi être soumis à des exigences et améliorer peut-être son propre fonctionnement, y compris sur d'autres domaines qui ne relèvent pas directement du service. Il faut le faire dans des conditions qui respectent le droit de la concurrence. Il faut le faire dans des conditions d'excellence. Mais je crois que Météo France a vraiment toute sa place sur des secteurs dans lesquels il peut apporter une valeur ajoutée. Il faut qu'il démontre son excellence pour y réussir. Vis-à-vis des pouvoirs publics, la question se pose un peu différemment. Il y a un certain nombre de missions auxquelles il faut que l'établissement sache répondre. Je pense par exemple aux sollicitations qui ont pu avoir lieu dans les Antilles pour la mise en place d'un service de détection des sargasses qui a fait l'objet d'une convention mise en place avec le ministère l'année dernière. Il faut sécuriser dans le temps la mise en place de ce genre de service, mais l'établissement doit bien sûr être là pour répondre aux sollicitations et aux préoccupations des pouvoirs publics. Sur la question des investissements, la capacité de l'établissement à maintenir, à développer ces systèmes d'observation et de prévision est essentiel. Je le disais tout à l'heure, pour améliorer la vigilance, il faut pouvoir investir dans la recherche, il faut pouvoir investir dans les outils. Moi, j'observe que ces investissements ont été maintenus depuis 2012. On est autour de 18 à 20 millions d'euros chaque année en permanence. Donc, il y a manifestement eu une attention particulière sur ce sujet-là. Ce sera également un sujet d'attention particulier pour moi. En 2019, on va même être plus haut puisqu'on sera à 27 millions d'euros avec le financement du supercalculateur. Ces budgets investis 2012 et puis investis dans le cadre du contrat pluriannuel signé avec le ministère des Comptes publics, vont vraiment permettre de réaliser beaucoup de choses au service de l'établissement. Il y a près de 500 stations de mesure qui ont fait l'objet de jouvences, l'automatisation du réseau de radiosondage qui a été terminé, le renouvellement des radars hydrométéorologiques avec 2 radars par an depuis 2011. Donc il y a une capacité d'investissement qui existe, qui doit bien sûr être préservé dans le cadre d'un budget qui est tendu, mais qui est équilibré. Parmi les sujets d'attention que j'aurai sur la question du budget, il y a en particulier celle du fonctionnement avec la maintenance des équipements. Je disais, le budget d'investissement me semble bien stabilisé et relativement sécurisé, mais ces investissements entraînent des besoins de maintenance
Voilà, un radar, c'est de l'ordre, c'est un investissement qui est de l'ordre de 2 millions, mais ensuite il faut 150 000 euros par an, en gros, pour le faire fonctionner. Donc il faut sécuriser ces budgets. Sur la question des territoires, Météo France va continuer à transformer ses implantations territoriales. C'est la poursuite d'un mouvement qui est engagé depuis plusieurs années, va néanmoins rester présent dans 33 sites en métropole et la totalité de ces sites actuels en Outre-mer. Cette restructuration, elle est vraiment basée sur l'ambition de tirer le meilleur parti de ce que va apporter les outils numériques. Elle est aussi basée sur la recherche d'une organisation plus efficace. Elle doit apporter la même qualité de service et même, je dirais, si possible, une qualité de service meilleure. Parmi les sujets de vigilance, pour moi, dans ce cadre-là, il y aura la qualité de la relation avec les autorités locales, avec les élus locaux. Voilà, il faut que chacun continue à avoir un interlocuteur pour traiter des sujets qui ont besoin de l'être, à connaître cet interlocuteur, et que la qualité de la relation qui peut exister entre Météo France et les autorités publiques en général ne soit pas dégradée par cette réforme. Là, il y a un enjeu très pratique et très opérationnel. Merci. Je donne la parole maintenant à Mme Bonnefoy, qui est rapporteure de la mission d'information sur les risques climatiques. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Schwartz. Depuis plusieurs années, comme ça a été rappelé, Météo France subit des coupes importantes dans ses effectifs. Encore récemment, nous avons été alertés par les représentants des personnels quant au risque que cette trajectoire fait peser à l'avenir sur la capacité de l'établissement public à assurer correctement ses missions, pourtant mission d'ordre régalien, alors même que le rôle de Météo France, et vous l'avez rappelé, ne peut être amené qu'à croître dans les années prochaines au regard plus particulièrement de la multiplication et de l'intensification des catastrophes naturelles. J'attire à ce titre votre attention sur un rapport, comme l'a évoqué le président Moret, récemment adopté par le Sénat sur la prévention et l'indemnisation des catastrophes climatiques, dont j'étais la rapporteure avec notre collègue Michel Vaspart comme président. Rapport adopté à l'unanimité ici au Sénat le 3 juillet dernier. Rapport qui constatait que les politiques de prévention et d'indemnisation des catastrophes naturelles ne sont pas à la hauteur du défi climatique et qu'il est urgent de rehausser leur niveau d'ambition en formulant une 50aine de recommandations concrètes. Météo France doit prendre pleinement sa part dans ces efforts, non seulement au titre de sa fonction de prévision des phénomènes météorologiques, mais aussi pour sa contribution technique, qui est une contribution déterminante dans l'appréciation des événements extrêmes, pour les qualifier de catastrophes naturelles. Je rappelle que cette qualification est essentielle pour permettre aux sinistrés de bénéficier d'indemnisation de la part des compagnies d'assurance. Si vous étiez amené à devenir PDG de Météo France, Madame, il me semble donc essentiel, comme nous l'avons rappelé dans notre rapport, que les moyens de Météo France soient bien évidemment préservés dans le cadre des négociations budgétaires que vous allez avoir avec les ministères de tutelle, mais aussi que vous vous efforciez de tenir pleinement compte de l'immense, et le mot est presque faible, incompréhension des sinistrés quant à la contribution de votre établissement au dispositif catastrophe naturelle, qui conduit bien souvent à exclure des sinistrés et à les laisser dans des situations épouvantables de toute indemnisation, malgré des dommages objectivement considérables qu'ils ont. Et donc, face à cette incompréhension, je voudrais que vous nous disiez quels pourra être donc les progrès de Météo France. Et donc, de manière générale, je souhaiterais connaître les priorités que vous identifiez dans votre mandat éventuel de PDG au regard des contraintes budgétaires, malheureusement, qui risquent de peser encore sur votre établissement. Merci.
Merci Madame Bonnefoy. Madame Schwartz. Merci Madame Bonnefoy. En matière de capacité naturelle, vous l'avez souligné, le rôle que joue Météo France dans le dispositif est mal connu et mal compris. Et donc je crois qu'il y a un premier objectif que devrait se donner l'établissement, c'est celui d'une plus grande transparence et d'une meilleure communication sur la place qu'il occupe dans ce dispositif, donc pour fournir un diagnostic sur l'état des sols aux autorités qui sont et à la commission catastrophe naturelle qui procède ensuite au classement, expliquer comment il le fait. En particulier la différence dans ce domaine par rapport à beaucoup d'autres domaines d'activité de Météo France, c'est qu'il n'y a pas de réseau de mesure pour l'humidité du sol. Donc Météo France fonctionne effectivement par modélisation. Voilà, sans davantage de transparence sur ces modélisations, les conséquences qu'elles emportent, peut-être les limites qu'elles peuvent avoir, apparaît effectivement utile. Le deuxième engagement pour Météo France, ça doit bien sûr être de continuer à améliorer ces outils de modélisation, de façon à pouvoir fournir un diagnostic aux autorités qui soit le plus précis possible. Alors un diagnostic qui ne pourra continuer à porter que sur l'état d'humidité du sol et pas sur les dommages, puisque on n'a pas aujourd'hui de corrélation évidente entre l'état d'humidité et les dommages. Et donc Météo France ne sait pas apprécier les dommages. Mais il faut qu'au moins l'information qui est donnée à la commission catastrophe naturelle sur l'humidité du sol soit la meilleure possible et que donc Météo France continue à améliorer ses prévisions en la matière. La troisième contribution, me semble-t-il, que Météo France peut apporter, c'est au travers d'une de ses filiales, Prédict, puisque votre rapport souligne les retards en matière d'élaboration et de mise en œuvre des plans communaux de sauvegarde. C'est un domaine dans lequel voilà, Météo France a une filiale qui peut accompagner les collectivités pour l'élaboration et pour la mise en œuvre. Donc voilà, c'est une autre manière un peu singulière au sein de l'établissement, mais de pouvoir également contribuer spécifiquement à ce sujet. Plus globalement, les priorités telles que j'ai pu les évoquer dans mon intervention liminaire, pour moi, la première, c'est effectivement maintenir et développer, renforcer, toujours améliorer cette contribution au dispositif de vigilance et d'alerte, donc avec des vigilances qui sont plus anticipées, plus précises géographiquement et plus justes, j'ai envie de dire. Donc en mobilisant les moyens en investissement, en recherche, en formation qui sont nécessaires. C'est en parallèle continuer à développer les modèles sur le changement climatique et puis développer la sensibilisation et l'information auprès des populations sur ces deux sujets. Ces éléments d'abord dans un contexte national, mais aussi dans un contexte international, de continuer à renforcer les partenariats que Météo France a au niveau international, à la fois sur la partie recherche et sur la partie opérationnelle, et continuer à porter la voix de la France dans les différentes organisations internationales dans lesquelles Météo France est présente. Merci. Monsieur Gold. Merci, Président. Comme vous l'avez déjà abordé, je pense que je serai très rapide, mais je voudrais insister sur la gestion de la crise et la perception que beaucoup d'élus locaux peuvent en avoir, notamment par les alertes reçues lors d'aléas climatiques. Aujourd'hui, s'il y a techniquement un bon niveau de précision,
le niveau d'alerte et de vigilance reste celui du département. Les élus sont donc souvent submergés d'informations lors d'événements météo et ont quand même l'impression que les messages de vigilance reçus ne sont pas toujours en adéquation avec les situations vécues. Alors comment envisagez-vous l'amélioration d'un dispositif d'alerte qui ne banalise pas l'information et permette une réelle prise en compte de situations climatiques lorsqu'elles sont exceptionnelles notamment? Merci beaucoup, Mme Schwartz. Sur ce sujet, donc l'augmentation des moyens de calcul va effectivement permettre de descendre à une échelle territoriale plus fine, donc en infra-départementale, ce qui doit permettre d'avoir un message qui soit plus ciblé directement sur les populations concernées. L'autre volet de la question que vous évoquez, c'est finalement celle des fausses alertes ou au contraire des absences d'alerte. Météo France réalise chaque année un bilan de sa vigilance pour observer l'adéquation entre ce qui a été signalé dans les vigilances et puis ce qui a été réellement observé sur le terrain. Alors, on a en 2018 de l'ordre de 10% effectivement de cas où des vigilances ont été signalées et ne se sont pas produites. Et on a de l'ordre de 2% de non-détection de vigilance, donc non-détection, dont évidemment les conséquences peuvent être encore plus sérieuses. Ces deux indicateurs, d'abord, se sont améliorés en 2018, mais ce sont deux indicateurs qu'il faut continuer à essayer de faire progresser, mais de manière équilibrée entre les deux. Voilà, on comprend bien l'exaspération parfois dans les territoires sur ce qui peut apparaître comme trop de vigilance ou des messages qui sont trop anxiogènes. Dans le même temps, vouloir trop réduire le nombre de vigilances, dans certains, il ne faut pas que ça se fasse en prenant un risque accentué de non-détection de situations possiblement dangereuses. Donc voilà, donc c'est bien l'objectif de faire cheminer ces deux objectifs ensemble que nous devons avoir. Merci beaucoup. Monsieur Houllegatte. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais peut-être rappeler en préambule que la création d'un service météorologique fondé sur l'observation et la transmission synchronisée d'informations a été créée sous l'impulsion d'un Normand, Urbain Le Verrier, originaire de la Manche, et cela en 1857. Précision utile. Précision utile. Je voudrais revenir un peu sur Action publique 2022 et notamment sur la présence territoriale. En 2008, donc Météo France était présent sur 108 sites, chiffre qui a été réduit à 55 en 2017 et l'objectif pour 2022, et vous l'avez dit, Madame, serait de 33. Alors je comprends tout à fait qu'on soit maintenant, et ça depuis très longtemps, dans l'automatisation de la mesure, qu'on soit même, pourquoi pas, avec l'intelligence artificielle demain et aujourd'hui déjà dans l'automatisation de l'interprétation et de la prévision. Mais ce que je voudrais un petit peu témoigner, c'est de la nécessité de la relation. Et à ce titre, comment dirais-je, je peux dire qu'en tant que maire, le délégué départemental de Météo France était d'une certaine façon un partenaire de la vie locale qui était capable d'aider au discernement, notamment en ce qui concerne l'organisation de manifestations. Je ne voudrais pas laisser à penser qu'à Cherbourg, nous avons une météo capricieuse, mais toujours est-il que dans le cadre du maintien ou non de manifestations sous chapiteau, je peux vous dire que l'aide de Météo France était extrêmement précieuse. Donc, alors, je voudrais, la question que je me permettrais de vous poser, c'est comment maintenir cette relation locale avec les différents acteurs territoriaux, et on voit aussi dans un autre domaine les limites de l'automatisation et de la modélisation qui visent notamment en temps de catastrophe naturelle à exclure telle commune plutôt que telle autre sur des critères qui sont des critères, je dirais, d'une façon issus du calcul froid, on peut dire, du calculateur. Madame Schwartz. Je partage complètement votre préoccupation de maintenir
la relation entre les acteurs du territoire et des acteurs bien identifiés chez Météo France. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sera vraiment pour moi un point d'attention opérationnel. Je crois que c'est tout à fait possible dans la réforme qui est envisagée, mais il faut l'organiser. Mais je voudrais pas quand même qu'on non plus donner l'impression que la réforme qui est envisagée chez Météo France conduirait à ce que tout devienne automatique et que l'homme n'ait plus sa place dans l'élaboration des prévisions. Il y aura une place renforcée pour effectivement la production de données automatiques, et une partie de ces productions était faite de façon manuelle et donc elles seront remplacées. Par contre, le rôle essentiel des agents de Météo France, notamment dans l'analyse de ces données, dans leur traitement, dans leur diffusion, doit évidemment être préservé. Le rôle des prévisionnistes en particulier. Et la réforme conduira au contraire à permettre la requalification d'un certain nombre d'emplois de personnel qui sont aujourd'hui des techniciens et donc qui effectivement sont sur de la production, certes manuelle de données, mais quand même un peu plus automatisée, vers des métiers à plus haute valeur ajoutée, vers des métiers d'ingénieurs. Et donc, il y a aussi là, plutôt pour moi, une opportunité de revalorisation de la place des agents dans toute la chaîne de production de ces éléments météo, et pas du tout une disparition du rôle de l'humain. Merci. Monsieur Pellevat. Bonjour. J'avais interpellé par une question orale il y a 2 mois maintenant la ministre Emmanuelle Wargon, et je permets de vous faire part de manière succincte des points qui avaient été abordés pour avoir votre avis sur la question des bulletins météorologiques et particulièrement ceux qui sont en montagne. En effet, les acteurs référents du milieu de la montagne, notamment les représentants des guides, sont inquiets des failles systématiques dans les prévisions météorologiques. Il s'agit tout d'abord d'une question de sécurité publique. Les avalanches représentent un danger mortel pour les métiers de l'encadrement des sports de la montagne. La faiblesse des outils de prévision et la perspective de fermeture des stations Météo France laissent présager une recrudescence des accidents mortels consécutifs à une avalanche météorologique dont la prévision n'aurait pas fait l'objet d'une diffusion préalable suffisante. Il s'agit aussi de choix budgétaires et de l'avenir de Météo France. Le budget de Météo France consacré aux prévisions est en baisse. À court terme, les professionnels de la montagne préfèrent aux prévisions de Météo France celles de nos voisins suisses. À plus long terme, se profile de manière inquiétante le risque de développement des sociétés météorologiques privées qui remet en question l'existence et la pertinence du service public de Météo France. Certaines entreprises monnaient d'ores et déjà leur expertise, et la perspective que des anciens salariés Météo France rejoignent ces sociétés à but lucratif ne relève plus seulement de la fiction. Pour finir, et plus particulièrement, la menace de fermeture continue à planer sur les stations Météo France situées à Chamonix et Bourg-Saint-Maurice. Au-delà de leur fonction de prévision météo, les stations de Chamonix et de Bourg-Saint-Maurice réunissent des agents qui disposent de la connaissance indispensable du territoire, de ces zones à risque, ainsi que de l'évolution des conditions nivologiques en période de crise en zone de montagne. Le choix d'une approche centralisée au détriment d'une approche de proximité, celui de la confiance accordée aux capteurs automatiques au détriment de celles accordées aux salariés formés et expérimentés de Météo France. Par conséquent, je vous pose la question, quel est votre point de vue sur l'avenir des stations Météo France en montagne? Merci. Merci, Madame Schwartz. Merci, Monsieur le Président. Donc, en matière de centres spécialisés en montagne, l'implantation territoriale actuelle de Météo France est répartie sur 4 centres dans les Alpes, Bourg-Saint-Maurice, Briançon, Chamonix, Grenoble, et 3 pour les Pyrénées, Perpignan, Tarbes et Toulouse-Blagnac. L'établissement a considéré effectivement qu'une centralisation progressive des compétences en prévision montagne et nivologie à Grenoble et à Tarbes permettrait de rendre plus robuste l'organisation actuelle pour assurer ses missions de sécurité des personnes et des biens, c'est-à-dire la production des bulletins d'estimation de l'état du manteau neigeux et des risques d'avalanche. Je comprends que l'objectif recherché par Météo France était de regrouper des compétences rares et pointues pour réduire les risques de perte de ces compétences.
Ça a suscité effectivement de nombreuses réactions, dont la question écrite que vous mentionnez. Et donc une mission a été confiée au Conseil général de l'environnement et du développement durable par le ministre pour poursuivre les réflexions sur l'évolution de l'organisation de Météo France dans les Alpes du Nord. Ce rapport a été présenté aux élus et aux acteurs en mars dernier. Il envisage plusieurs options pour la poursuite de l'activité dans ces zones de montagne, que la mise en place de capacités de prévision locale des risques d'avalanche puisse être interne à Météo France, mais avec un financement des collectivités quand il s'agit de répondre à des besoins spécifiques qui ne relèvent pas directement de la mission de Météo France, mais qui peuvent correspondre à des enjeux locaux effectivement extrêmement sensibles, ou que ces capacités soient portées par d'autres, mais accompagnées par l'établissement. Et donc, sur la base des propositions du rapport, des concertations locales ont été engagées sous l'égide des préfets concernés. On voit bien que les discussions ont vocation à se poursuivre et qu'il faut trouver dans le dialogue avec les élus et les territoires, mais aussi avec les personnels, une organisation qui permette de répondre aux principaux enjeux de chacun en gérant les questions de transition et donc en particulier en veillant à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans la qualité de la prévision en matière de risque d'avalanche. Ce dossier constituera très clairement une de mes premières priorités si je suis nommée à la tête de cet établissement. Merci. Monsieur Bigot. Merci, Monsieur le Président. Madame Schwartz, j'aurais quelques questions à vous poser sur les effectifs et les missions de Météo France. S'agissant des effectifs, on nous annonce à horizon 2022 une réduction des effectifs de l'ordre de 15% environ. Si on peut comprendre ces restructurations, avec le développement du numérique notamment, on peut se poser aussi un certain nombre de questions, à la fois sur les missions, et notamment quant au maintien des centres météo territoriaux spécialisés, ceux dont M. Pelva vient de faire état, pour ces centres qui ont des missions spécifiques, une expertise thématique particulière, que ce soit en haute montagne, en moyenne montagne ou sur le littoral maritime. Est-ce qu'on va assister à une recentralisation? Est-ce que les conditions de travail des salariés, qui voient se développer beaucoup d'astreintes et des restructurations et des déplacements notamment, vont continuer? Vous savez que les salariés sont pour la plupart du temps opposés aux mesures qui sont proposées. Et puis vous nous annoncez également que Météo France va développer des services nouveaux. Donc je voudrais savoir comment la candidate compte conduire le dialogue social dans ces conditions. Madame la candidate. Merci. Le dialogue social sera effectivement un des éléments essentiels de la réussite de ce projet. Moi, j'ai prévu, dès mon arrivée éventuelle, dans les tout premiers jours, de rencontrer les organisations syndicales, chacune d'entre elles, pour pouvoir faire avec eux un état des lieux, à la fois sur les sujets de fond, mais aussi sur la méthode de travail et effectivement la méthode de dialogue social. Voilà, j'y passerai le temps nécessaire. Il faut que ce dialogue social il ait lieu avec moi et à Paris, mais il faut aussi qu'il implique l'ensemble de mon comité de direction et l'ensemble des implantations. Donc, je suis sûre qu'il y a déjà des choses qui sont faites chez Météo France, mais je souhaite qu'on puisse aller plus loin, voilà, y compris localement. Si j'arrive chez Météo France, je me rendrai évidemment dans les différentes implantations pour rencontrer le personnel, mais aussi à cette occasion-là, rencontrer les représentants du personnel localement. Merci, Monsieur Chaise. Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, beaucoup de questions ont déjà été posées et beaucoup de choses dites. Moi, je reviendrai sur le financement du supercalculateur. J'ai pas
tout à fait compris donc, où on en était sur ce financement et quelles seraient les conséquences finalement sur votre organisation. Donc je souhaiterais que vous détailliez ce point-là et dans le même temps que vous nous donniez aussi finalement les points positifs de ce supercalculateur, c'est-à-dire les gains attendus par ce nouvel outil. Alors sur les risques d'avalanche, c'était une question aussi que je voulais vous poser. On entend bien effectivement cette réorganisation. Moi je voudrais savoir si d'une façon globale, mais particulièrement sur ce secteur avalanche, votre mandat ou votre projet se dessinait dans la continuité de ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui, ou si vous arrivez avec des idées de rupture, voire d'assouplissement ou d'inflexion. Merci. Madame Schwartz. Donc, en ce qui concerne le supercalculateur qui correspond donc à un budget de 144 millions d'euros sur la période 2019-2025, dont 43 millions d'euros d'ici 2022 pendant l'actuel quinquennal budgétaire. Le financement supplémentaire est assuré principalement par des dotations supplémentaires de l'État, donc qui sont prévues dans le contrat budgétaire pluriannuel qui a été signé par l'établissement pour un peu plus de 38 millions d'euros et à hauteur de 5 millions d'euros sur des ressources propres de Météo France, ce qui est compatible avec le fonds de roulement et les disponibilités dont dispose l'établissement. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, ça va correspondre à une multiplication par 5 de la puissance de calcul de l'établissement. Ça devrait permettre de gagner de 1 à 2 heures d'échéance sur les prévisions. Donc, par exemple, si on a une prévision à 90% pour l'heure H, grâce au supercalculateur, on aura la même qualité de prévision à l'heure H+2 grâce à ces données. En matière de précision géographique, ça permettra d'amener toutes les prévisions à la même résolution de 1,3 km et une résolution allant jusqu'à 500 mètres sur les sites à plus forts enjeux comme les grands aéroports. Voilà, donc à la fois une amélioration dans le temps et dans l'espace, je dirais un peu plus d'anticipation et des prévisions plus fines. En ce qui concerne le projet global de l'établissement, moi, j'ai vocation à m'inscrire dans le cadre qui a été fixé entre l'établissement et ses tutelles, que ce soit dans son contrat d'objectifs, dans ce cadre financier ou dans sa feuille de route AP 2022. Ensuite, il y a un certain nombre de sujets qui sont encore ouverts, qui devront être précisés progressivement dans des choix à faire, des éléments de mise en œuvre. Et là, c'est là qu'effectivement je m'investirai. La montagne, la question des centres de montagne fait partie des sujets qui sont effectivement ouverts aujourd'hui. Voilà, la discussion sur la base des travaux du CGEDD sur les Hautes-Alpes qui avait été demandé par le ministre lui-même, voilà, va me permettre de continuer ce dialogue avec les élus et les territoires concernés. Merci. Madame Cartron. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame, vous avez évoqué dans votre présentation l'attention particulière que vous porteriez à la place des femmes dans l'entreprise. Alors, de toute évidence, si vous étiez nommé PDG, ça serait déjà un signe très positif. Mais est-ce que vous avez d'abord une photographie aujourd'hui de la place des femmes dans l'entreprise, et je dirais en particulier au poste de responsabilité, peut-être d'ailleurs au comité de direction, et est-ce que vous vous fixeriez des objectifs quant à l'évolution que je porte très nécessaire de la place des femmes
au sein justement des exécutifs. Madame Schwartz. Merci. Le constat, le diagnostic que je peux faire aujourd'hui est encore très préliminaire, mais effectivement, quand je regarde le nombre de femmes dans le comité de direction de Météo France, elles sont particulièrement peu nombreuses. Et pourtant, je viens d'un secteur, l'énergie et le climat, où elles sont également très peu nombreuses. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment des choses à faire de ce point de vue-là. De manière générale, la place des femmes dans les métiers techniques est un défi. Et là, voilà, je retrouve des choses que j'ai connues dans quasiment tous mes postes. Et donc, l'attention qui est mise à la fois sur les questions de recrutement, et ça, dès, par exemple, l'École nationale de la météo, donc qui dépend de Météo France, qui ne recrute pas non plus énormément de femmes. Donc, l'attention mise au recrutement pour attirer des jeunes femmes, l'attention mise dans les promotions et la sélection des candidats jusqu'au niveau de direction, mais pas seulement, mais vraiment de faire connaître ces métiers aux femmes et de leur faire prendre conscience qu'elles peuvent exercer ces métiers, oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Merci, Madame Préville. Merci, Monsieur le Président. Donc moi, j'ai une question sur quelque chose que vous avez envisagé à la fin de votre exposé. C'est sur le projet Copernicus de surveillance de la Terre, le programme européen qui doit déménager suite au Brexit. Est-ce à dire que, quand vous dites accueillir, est-ce à dire que c'est Météo France qui accueille ou pas? Ou est-ce que c'est la proximité, le fait que la France accueille qui pourrait être bénéfique pour Météo France? J'imagine que c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que vous savez déjà de quelle ville il s'agit? Est-ce que vous savez le personnel de ce programme, combien de personnes sont concernées? Et quel est le bénéfice? Parce que je ne sais pas, peut-être vous pouvez nous préciser les interactions entre Météo France et ce programme européen. Là, je vous remercie. Madame Schwartz. Merci, Monsieur le Président. Alors, à ce stade, il s'agit d'abord, j'ai envie de dire, d'une ambition pour la France qui serait de se positionner comme un des pays, le pays susceptible d'accueillir ces équipes. Il ne s'agirait pas de les intégrer à Météo France. Elles resteraient sous l'autorité du Centre européen de prévision moyen terme. Mais dans la mesure où elles sont financées par un programme européen, elles doivent se trouver sur le territoire de l'Union européenne. Donc la première chose serait que la France se positionne dans ces discussions qui vont avoir lieu sur le déménagement de ces équipes en cas de Brexit. De manière générale, les collaborations entre Météo France et le Centre européen sont très étroites, très anciennes. Météo France a participé à la production du modèle qui est utilisé par le Centre européen, qui est donc fondé sur les mêmes bases. Météo France continue à l'enrichir sur la base de coopération. Donc la venue en France de ces équipes constituerait une opportunité importante, à la fois en termes de visibilité, déjà pour le pays, dans l'univers de la météo européenne. Ce serait une forme de reconnaissance, mais plus largement, ça permettrait de renforcer les coopérations entre les équipes de Météo France et celles du Centre européen qui portent ces services. On peut imaginer dans l'avenir des services météo européens, des coopérations qui soient non seulement des coopérations de recherche, des coopérations sur les modèles comme on en a aujourd'hui, mais peut-être même, y compris des coopérations qui aillent plus loin en matière de mise en commun de moyens. Les moyens techniques nécessaires pour les services météo sont en croissance. On le voit avec le supercalculateur. Il va falloir continuer à investir. La mutualisation de moyens peut aussi faire partie des moyens de continuer à investir, et donc une opportunité éventuelle à terme de ce type d'évolution.
Merci, Monsieur Priou. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, Madame, on a évoqué la montagne. Je voulais évoquer le domaine maritime. Alors, je ne sais pas si c'est dans votre périmètre d'intervention, mais lorsqu'il y a notamment des naufrages de navires qui génèrent souvent des pollutions d'hydrocarbures, on se tourne vers Météo France pour savoir quand et où ces pollutions atteindront les côtes. Donc, quelles sont vos responsabilités, quels sont vos moyens en termes de prévision et de modélisation dans ce domaine, s'il est dans votre périmètre? Merci, Madame Schwartz. Merci, Monsieur le Président. Alors, Météo France a effectivement développé un modèle de prévision de dérive de polluants qui s'appelle MOTI et qui est utilisé pour participer aux opérations de lutte contre la pollution du milieu marin dans le cadre du dispositif Polmar. Donc, dans ce cadre-là, voilà, Météo France fournit des prévisions de dérive et met à disposition des observations et des prévisions météo et puis participe aux cellules de crise le cas échéant. C'est ce type de soutien, par exemple, qui avait été mis en œuvre suite au naufrage du navire Grande américain en mars dernier. Merci, Monsieur Revet, pour la dernière question. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale. Vous avez une mission d'intérêt général extrêmement importante. Probablement que les émissions météo sont parmi celles qui sont les plus attendues par l'ensemble de nos concitoyens. Intérêt général parce que cela permet au niveau national, voire au niveau local, de prendre des dispositions, quelque part, par prévention, lorsqu'il y a quelque chose d'annoncé qui peut être extrêmement grave. Je crois que c'est très bien. Je dois dire honnêtement que moi aussi j'aime bien regarder la météo, et probablement tous les jours, et quelquefois plusieurs fois par jour, quand ça m'arrive d'être devant le téléviseur, je regarde un petit peu ce qui va nous arriver. Et ma question va aller d'ailleurs dans le même sens que mon collègue Normand tout à l'heure. C'est très bien d'avoir toutes ces émissions et toutes ces informations, est très important. Alors, ceci étant, et je vais peut-être m'appuyer par exemple sur l'agriculture, qui est un secteur qui vit avec la nature, qui vit quelquefois avec la météo. Notre président rappelait les économies. Alors, je ne suis pas contre les économies, hein, bien entendu. Je ne suis pas contre les économies, mais ça va amener une réorganisation. Ça a déjà amené une réorganisation. Et ça va être accentué pour pouvoir entrer dans les, comment dirais-je, dans les clous du point de vue financier. Ça nécessite une réorganisation et une diminution du nombre de sites. Alors, ça peut poser un point d'interrogation. Alors, d'une manière globale, on sait très bien que quand on réorganise, lorsqu'on éloigne les possibilités de réponse, ça amène des lourdeurs, d'abord. Mais si je parlais de l'agriculture tout de suite, et l'agriculture vit avec la météo, il arrive sans doute très souvent que, et ça peut être d'autres secteurs économiques, qu'il y ait des appels téléphoniques pour mieux avoir les prévisions sur le local. Est-ce que cette réorganisation qui éloigne obligatoirement les possibilités de réponse ne risque pas d'avoir une incidence sur les réponses qui pourront être prises en compte dans quelques domaines que ce soit? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si j'ai du travail à faire en agriculture, si vous voulez, eh bien j'ai besoin de savoir quel temps il va y avoir. Et quelquefois, si je dois reporter une intervention ou autre, est-ce que dans le domaine local, et c'est dans tous les secteurs économiques c'est la même chose, ça ne va pas éloigner et éventuellement ne pas apporter les possibilités de réponse de la même façon que ça a pu être fait jusqu'à maintenant. Madame Schwartz, je précise que moi non plus, j'ai rien contre les économies, bien au contraire. Nous sommes tous conscients de la nécessité d'en faire. La question, c'est celle que j'évoquais
c'est ce que j'évoquais en préambule. On a quand même au sein de Météo France des perspectives de réduction, notamment des effectifs tout à fait drastiques. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir comment c'est compatible avec des missions qui, elles, au contraire, sont dans sur une trajectoire plutôt inverse, c'est-à-dire des missions qui vont être de plus en plus importantes. Donc, effectivement, la question, c'est comment on fait plus avec moins. Dans votre question, je crois qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension sur la qualité de la prévision locale et donc la capacité à donner une information locale qui soit meilleure. Et l'évolution vers laquelle Météo France veut aller devrait plutôt tendre à améliorer cette capacité à donner des prévisions locales. Je vous donnais tout à l'heure quelques exemples sur le supercalculateur. Et puis après, il y a la capacité à avoir un interlocuteur pour obtenir une information locale. Aujourd'hui, j'ai envie de dire les produits et les services de Météo France qui sont normalisés, organisés, ne sont pas remis en cause par cette réorganisation. Les différents canaux par lesquels Météo France diffuse cette information ne sont pas remis en cause et tendent même plutôt au contraire à se développer avec l'existence de nouveaux outils. Donc, les conventions également que Météo France peut avoir avec un certain nombre de partenaires dans différents secteurs, dont le secteur agricole, ne sont pas remis en cause par cette restructuration. Ce qui est d'abord modifié, c'est la façon dont Météo France s'organise pour observer et prévoir. Encore une fois, la qualité de la relation avec le territoire est pour moi un des éléments clés dans la mise en œuvre de la réforme. Oui, comment on fait moins, comment on fait plus avec moins? Et comment vous allez faire? Comment vous allez gérer tout ça? On fait différemment. On s'organise plus efficacement. Par exemple, dans le domaine administratif dont on n'a pas parlé, on réorganise les services administratifs qui étaient très déconcentrés de façon à avoir, comme l'ont fait beaucoup d'entreprises ou beaucoup de structures publiques, des services plus centralisés sur les différentes fonctions administratives. Ça représente, par exemple, une partie non négligeable des réductions de postes qui sont prévues dans la réforme. Et ça n'a pas d'impact ou de relation directe avec la prévision, je dirais même, ni même avec le métier de Météo France. C'est le type de recherche, d'optimisation en termes d'efficacité d'organisation que font aujourd'hui beaucoup de structures. Contrairement à votre prédécesseur, une baisse des effectifs de 15% n'est pas de nature à vous inquiéter. C'est évidemment un défi immense. C'est ce que je disais à la fin. C'est un défi immense à la fois en termes de qualité de service, mais c'est aussi un défi immense en termes d'accompagnement du personnel. Et donc ce défi, vous vous sentez apte à le relever, si j'ai bien compris? Écoutez, je voudrais en tout cas je mettrai l'ensemble de mes compétences et de mon énergie pour le relever, avec les équipes de Météo France. Bon, et donc avant que nous procédions au vote et que vous nous quittiez, en quelques mots, quel est pour vous l'élément clé qui doit nous convaincre que vous êtes la bonne candidate et que le choix du président, qui est par définition un bon choix bien sûr, mais que le président de la République, en nous proposant votre candidature, ne pouvait pas en proposer de meilleure? Je serais peut-être plus modeste que vous. En tout cas, je ne me place pas dans un référentiel absolu, mais
Je crois que mon expérience de gestion d'établissements techniques et scientifiques à l'ADEME, mais aussi d'un établissement qui était déjà dans des questions territoriales très profondes, ma connaissance de la sphère publique et d'ensemble du réseau des acteurs publics avec lequel Météo France doit être en partenariat. Pour travailler plus efficacement, il faut aussi travailler à plusieurs et utiliser les potentiels de chacun. Voilà, l'intérêt et l'attention que je porte aux questions de management, mais aussi de mise en œuvre opérationnelle des projets. Mon expérience internationale pour la dimension relations internationales que Météo France doit continuer à engager. Voilà, et j'espère un engagement très fort dans le service public tout au long de ma carrière pour trouver des solutions au service de l'intérêt général dans des situations qui effectivement ne sont jamais simples et où ce qu'on demande aux acteurs de l'État et aux fonctionnaires n'est pas uniquement de mettre en œuvre, de répondre à des problèmes simples, mais parfois à des problèmes compliqués. Bien, merci beaucoup. Si mes collègues se sentent suffisamment éclairés par toutes vos réponses, on va vous remercier. On va vous raccompagner et nous, pendant ce temps-là, on va voter. Voilà. Merci beaucoup. Voilà pour cette audition de Virginie Schwartz, dont la nomination comme PDG de Météo France a finalement été approuvée à l'unanimité par les sénateurs. Cela a été une simple formalité. Pour la PDG, Météo France peut contribuer à la prise de conscience du changement climatique en capitalisant sur la base de données dont il dispose. Elle s'est exprimée face à des sénateurs qui appellent, eux, à une amélioration des systèmes d'alerte, notamment le président de la Commission du développement durable, Hervé Moret. Il a estimé qu'il n'y a pas toujours la précision qui permet de mesurer la dangerosité réelle des événements. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.